gens qui étaient déjà au live précédent. Donc, on attaque directement dans le dur à ce moment-là, puis on se donnera un peu de temps pour le débat. Voilà, bon. Parce que du coup, s'il y avait des attentes sur le hardware des solutions de mesure, c'était pas du tout l'orientation que j'avais pris. Donc, sortez le drapeau blanc si jamais je vous désintéresse trop. Ah non, mais c'était parfaitement intéressant ce que vous avez exposé la semaine dernière, même si c'était pas ce à quoi je m'attendais. D'accord, voilà. Donc là, j'ai passé ma présentation parce que du coup, si j'ai bien compris, tout le monde était là la dernière fois. Euh, moi oui, c'est mais les autres. c'est Pélec, vous confirmez? Est-ce que j'avais Je, je suis pas sûre, non, de David, que toutes les personnes étaient là la semaine dernière. On a Ah, des personnes de GEA. Je crois pas qu'ils étaient là la semaine dernière. d'accord. Bon. Eh ben, bonjour à TD de GEA. Bon, alors je me représente rapidement. Donc, David Brun, je suis le gérant de la société ID3E qui travaille depuis quelques années maintenant avec CPEC. Et ma spécialité, c'est donc l'optimisation de sites industriels et en particulier des procédés industriels qui équipent ces sites. Donc, dans mon domaine d'activité, il y a le management de l'énergie, qui est quelque chose d'assez large. Sur des gros sites, ça va être la gestion de ce qu'on appelle les utilités. Et sur des plus petits, ça sera finalement je suis très vite le bras droit des services techniques pour finalement lier la consommation d'énergie à l'activité, essayer de piloter le progrès à travers ça. Comme je suis un ancien responsable maintenant de Travaux Neufs, je gère aussi des travaux et j'interviens sur les sites en résolution de problèmes. Alors là, ça sera plutôt sur des problèmes techniques pour trouver des solutions concrètes à des problématiques, soit en phase travaux, donc pour trouver des bonnes solutions, soit en phase production quand il y a des pépins en production. Comme dans le cadre de mon activité, j'ai besoin de comprendre les systèmes. Depuis toujours, je fais beaucoup de mesures avec des prestations de mesures, donc de la mesure ponctuelle. Et puis, j'accompagne mes clients quand ils souhaitent s'équiper de systèmes sédentaires et qui sont un peu qu'ils ont un peu de peine à trouver la solution qui leur convient le mieux sur le marché. Et puis, je suis également organisme de formation, puisque quand j'accompagne des clients pour installer des machines, il arrive un moment où il faut que la machine devienne opérationnelle rapidement. Et un des enjeux pour ça, c'est que les personnels qui vont exploiter la machine la connaissent bien, la comprennent bien. Et donc, depuis longtemps, j'interviens dans ce domaine-là pour cet objectif-là. Alors, j'interviens de trois manières chez mes clients. De manière assez classique sur la base de prestations sur devis, donc des audits, des études, des campagnes de mesure, des prestations qui ont un début, une fin et sur devis. L'information, j'en ai déjà parlé. Et de plus en plus, j'interviens avec mes clients pour non pas faire à leur place, mais les accompagner pour les aider à monter en compétences et faire eux-mêmes le travail. Cette manière de procéder ayant plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça permet de contourner un frein principal des études classiques, c'est qu'à la fin, il y a un rapport. Il faut que le client puisse s'approprier ce qui a été fait pour aboutir à ce rapport. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Alors que quand on travaille main dans la main, eh ben, on arrive à avoir quelque chose de plus pérenne et finalement de mieux transmettre le travail qui a été réalisé. Voilà. Alors, comme j'expliquais la semaine dernière, j'ai un panel de clients qui est très large en taille et en domaine d'activité. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans le domaine de l'énergie, il y avait des passerelles technologiques et des passerelles au niveau des pratiques qui étaient très intéressantes à faire d'un secteur à l'autre. Et donc, je fais tout mon possible pour avoir un champ d'activité le plus large dans ce domaine-là. Tout ce qui va être ventilation, climatisation, salle blanche, on le retrouve dans différents secteurs, mais avec des approches très, très différentes que je trouve intéressantes de partager comme ça.
Alors aujourd'hui, l'idée, c'était donc d'aller un petit peu plus loin que la semaine dernière sur les data au service de l'énergie. Mais comme vous avez pu le voir la semaine dernière, c'était les data finalement au service de la performance industrielle, du site industriel, puisque l'énergie, je l'ai présenté un petit peu comme un poste de coût au même titre que beaucoup d'autres choses dans l'entreprise. Donc là, je vais faire 2-3 petits rappels pour finalement faire le focus sur le message que je voulais faire passer la semaine dernière. Et après, je vais m'appuyer que sur des cas concrets pour essayer d'illustrer les différentes manières qui peuvent conduire à faire des progrès sur l'énergie. Alors, j'avais déjà rappelé la différence entre l'énergie et la puissance. Je vais pas enfoncer le clou là-dessus, mais je vais juste rappeler ce que j'ai mis en bas. C'est qu'il faut bien retenir que l'énergie étant un potentiel d'action, ce qui nous permet de faire des choses, eh bien, il faut bien avoir en tête que partout où il se passe quelque chose, on a de l'énergie en jeu. Et inversement, partout où il y a de l'énergie consommée, il se passe quelque chose. Donc, dès qu'on va analyser un process, qu'on va se rendre compte qu'il y a de l'énergie consommée quelque part, eh bien, c'est quelque part que dans ce quelque part, on fait quelque chose. Après, la question, c'est de savoir si ça génère de la valeur ou pas. Voilà, ça c'était un point très important à retenir. Le thème de la semaine dernière, c'était les leviers pour faire des économies. Donc, il y avait le plus un, c'est l'achat de l'énergie, puisque c'est une question à part entière. À qui on achète l'énergie, à quel prix, est-ce qu'on mixe les sources, etc. C'est un sujet à part entière. Et puis, sur des aspects plus techniques, les quatre manières d'aborder le sujet, en fait, il y a l'organisation, avec l'exemple typique d'éteindre la lumière quand on ne s'en sert pas, mais qui peut se découpler. Je vais vous donner des exemples de manière bien plus large dans l'entreprise. La maîtrise opérationnelle, qui va être tous les systèmes éventuellement de mesure, mais également des procédures qu'on va mettre en place pour s'assurer que ce qu'on avait mis en place fonctionne bien comme prévu. Je vous avais donné l'exemple du panneau solaire qu'on mettait en place pour faire des économies, mais qui produisait zéro parce que la vanne d'eau qui va au panneau solaire restait fermée. Voilà. Après une maintenance, par exemple. Après, il y avait donc les aspects techniques. Donc ça, c'est typiquement quand on sort le chéquier pour remplacer une machine par une autre plus performante. Et puis la conception, c'est une manière un petit peu plus ambitieuse de voir la technique, c'est-à-dire de dire je regarde mon process dans son ensemble et plutôt que d'associer des très bonnes machines, je regarde si globalement j'ai quelque chose de vertueux et qui permet de générer de la valeur au meilleur coût. Voilà. Donc, je vais bien entendu m'appuyer sur ces cinq leviers dans les exemples que je vais faire derrière. Alors, j'ai ressorti le même quiz que la semaine dernière avec la question du jour qui est de savoir est-ce que vous avez regardé un petit peu la part de l'énergie sur votre bilan? Combien vous consommez, combien ça coûte et combien ça se rapporte à la marge de l'entreprise finalement? On rappelle juste, David, que pour participer au quiz, du coup, il faut répondre dans le chat, voilà, qui est situé en bas de votre écran. Voilà. Bon, après, je vais pas vous embêter très longtemps parce que c'est surtout pour moi l'occasion en fait de rappeler, comme je l'ai dit au tout début, que l'énergie, eh ben, finalement, c'est un poste de coût pour l'entreprise qui est très souvent considéré un petit peu comme une bête à part pour différentes raisons. Le fait que déjà, c'est un sujet qui ne pose pas de problème particulier puisque l'énergie, elle arrive toujours. Hein. On paye la facture tous les mois, mais l'énergie, elle ne pose pas trop de soucis pour arriver. Et puis aussi, très souvent, parce que c'est un sujet à la fois très transversal, mais également très technique, qui du coup est un petit peu mis de côté. Mais in fine, c'est un poste de charge comme le papier toilette et les stylos. Et donc, la problématique derrière tout ça, c'est de voir le poids des achats d'énergie sur le bilan de l'entreprise. Et quand on fait cet exercice-là, on constate régulièrement que le poids de l'énergie, il est quasiment à égalité, voire dans certains secteurs très au-delà de la marge de l'entreprise.
Voilà. Dans la mécanique de précision, j'ai eu un exemple d'une entreprise qui a beaucoup travaillé sur l'énergie aujourd'hui, mais qui avait donc 7% de sa consommation d'énergie sur son chiffre d'affaires. Enfin, le poids de l'énergie sur son chiffre d'affaires était de 7%, et elle avait une marge qui tournait entre 3 et 4%. Donc, je vous laisse imaginer un point de gagné sur la consommation d'énergie, ce que ça peut impacter sur le bilan de l'entreprise. Et ça montre aussi que le contexte des entreprises peut être extrêmement différent. Alors, le dernier point que j'avais abordé, c'était donc le fait qu'il y avait des leviers de performance importants. Donc, je donnais quelques chiffres, mais il y avait cette notion de nouvel axe de progrès, donc sur lequel je vais réinsister, et puis la notion d'aide financière. Et je vais commencer mes exemples par ça, finalement. Voilà. Alors, les aides financières, voilà un exemple très concret. On est sur un très gros site industriel. Hein, toutes les entreprises de l'électronique n'ont pas forcément des process aussi lourds, mais il y en a qui en ont, et notamment des process très chauds. Là, je vais prendre un exemple très concret d'une aide à travers les certificats d'économie d'énergie pour isoler ce qu'on appelle des points singuliers sur des réseaux de chaleur. Donc, c'est des vannes, c'est des brides, c'est des accessoires divers qui, de manière habituelle, ne sont pas isolés parce que avec les isolants classiques, ça se fait difficilement et puis on a besoin de garder un accès pour de la maintenance. Et donc, c'est typiquement des choses qui ne sont pas isolées de manière générale. Et il existe des matelas isolants, souples, vous le voyez dans la photo en bas à droite. C'est comme des espèces d'habits qu'on peut monter avec des sangles et donc démonter pour accéder, pour faire de la maintenance. Et donc, ces matelas souples peuvent bénéficier de subventions très fortes via les certificats d'économie d'énergie. Et sur le site qui est en photo ici, il y a eu pour 76 000 € de travaux, donc de matelas qui ont été posés. Donc, 76 000 € de travaux, ça veut dire 6 à 700 matelas. Donc, c'est du travail de couturière qui a fabriqué des gens qui ont fabriqué des matelas spécifiques pour les équipements isolés à hauteur donc, de 76 000 €. Et le client, après avoir réalisé ces travaux, a reçu une subvention de 95 000 €. Donc, non seulement je ne vous mens pas quand je vous dis qu'il y a des aides financières, mais en plus, il y a différents mécanismes qui existent et il y en a certains qui ne sont pas sous forme de subventions proprement dites, où finalement, on est la plupart du temps au pourcentage des frais avancés. On est sur des primes qui ont un montant fixe calculé en fonction de ce qu'on fait. Et donc, dans certains cas un peu favorables, on arrive à avoir plus que ce qu'on dépense. Voilà. Donc, je voulais commencer par ça. Déjà, pour casser le côté l'énergie, c'est pas assez cher, ça peut pas être rentable, etc., etc. Il y a des trucs qui sont rentables, j'ai envie de dire, avant même de se poser la question de savoir si techniquement ça a du sens de faire ça. J'ai des confrères qui font ce genre d'opération alors que ça n'a aucun sens pour le client, uniquement pour récupérer de l'argent. Donc, je ne vais pas vous encourager à faire ce genre de manip, mais en tout cas, on ne pourra pas me dire qu'il n'y a pas d'aide financière pour ce genre d'opération. Voilà. Alors, sur des choses plus concrètes. Concrètement, faut appeler un chat un chat. Vous avez besoin de faire un diagnostic. Comme dans tous les domaines, quand on veut agir sur l'énergie, on a besoin de savoir ce qu'on consomme. Dans l'entreprise, on a besoin de savoir ce qu'on produit avec pour être capable de comprendre ce qui se passe et d'être capable d'établir des indicateurs de performance, voire dans certains secteurs, de pouvoir faire du benchmark pour savoir si on est plus ou moins bon. Donc, dans le bâtiment, par exemple, on va être énormément sur le benchmark. Dans l'industrie, étant donné que toutes les activités sont différentes, on est beaucoup moins dans le benchmark. Par contre, on est impérativement dans l'indicateur pour être capable de corréler ce qu'on consomme avec l'activité. Voilà. Ça, on en a besoin pour être capable de démontrer qu'on a progressé.
Mais on en a aussi besoin parce que typiquement une activité industrielle n'est pas régulière, les produits fabriqués ne sont pas forcément toujours les mêmes, les volumes produits ne sont pas forcément les mêmes, et donc on a besoin de corréler l'énergie à l'activité. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le bâtiment, puisque dans le bâtiment, on a des usages de l'énergie qui sont beaucoup, beaucoup plus stables. Voilà. Donc, se pose la question de qu'est-ce qu'on consomme? Là, la très grande majorité des sites industriels ne sont pas capables de répondre à cette question-là. Ils ont une facture, ils savent combien ils consomment, mais ils ne sont pas capables de dire où est-ce que ça part. Donc, la question se pose pour l'électricité, sur les réseaux électriques, mais elle se pose également sur les réseaux de chauffage, les divers réseaux d'utilité, avec la climatisation, la ventilation, le séchage de l'air éventuellement, les réseaux de chauffage. Et donc, on va être amené à faire des campagnes de mesure ponctuelles pour pouvoir répondre à cette question, où va l'énergie? Donc, par exemple, chez ID3E, je suis équipé d'une quinzaine de data loggers. J'en ai même qui sont conçus pour être détruits dans des fours, c'est-à-dire je les mets à l'entrée de four et je les laisse passer dans le four et à la fin, ils sont détruits. J'ai de quoi mesurer 41 départs électriques. Ce que vous voyez à droite là sur l'énorme tuyau, ça va être une mesure de débit sur une canalisation. Et donc, j'ai tout un parc comme ça de compteurs qui me permettent de collecter cette donnée de consommation qu'on va s'efforcer ensuite de corréler à des données qui sont pour la plupart du temps présentes sur les sites et qui viennent des ERP, des systèmes de planification, de suivi qualité, etc. On va récupérer ces données-là et on va les corréler aux données de consommation. Dans un premier temps, on va faire ça pour comprendre. On va s'en servir pour comprendre. Excusez-moi, j'ai sauté une étape. Et puis, dans un deuxième temps, qu'on verra après, on essaiera donc d'établir ces indicateurs. Alors, pour commencer, pour aller un petit peu plus loin, je voulais vous montrer des exemples concrets de choses qui ont pu être constatées comme ça sur des systèmes de mesure. Alors, attendez, je cherche le partage d'écran et je veux partager. Toc. Est-ce que vous voyez une belle courbe là? Oui, ça marche, David. Alors, attendez. Hop, voilà. Vous avez une courbe bleue là? Oui, une courbe bleue, oui. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est la courbe de charge d'un site industriel. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on va avoir quand on va récupérer ces données auprès du fournisseur d'énergie. Là, vous voyez 3 semaines. Non, pardon, je dis des bêtises. J'étais pas dessus. Voilà, c'est ça qu'on va avoir quand on va demander sa consommation au fournisseur d'énergie. Donc, on voit ce qu'on consomme, on a déjà de l'information, c'est intéressant, mais pour corréler ça à ce que fait l'entreprise, c'est extrêmement difficile. Et donc, on va venir en fait compléter les données par des mesures ponctuelles. Là, sur ce site-là, on est dans un cas un peu particulier. L'entreprise a prévu de déménager. Donc, pour déménager, elle souhaite en fait travailler sur son process en amont du déménagement pour voir s'il n'y aurait pas des choses à faire au moment du déménagement. Et donc, on a pu mesurer l'ensemble, ce que vous voyez là à gauche, c'est l'ensemble des consommations de l'ensemble des process. Et donc, si je les mets tous, vous voyez dans la courbe en bas, parce que là, je ne peux pas les superposer, mais voilà. Là, sur la partie gauche, vous avez donc la courbe de charge générale. Donc, vous voyez que ça consomme 2 MW au maximum. Et là, ici, vous avez la somme, la courbe bleue en haut, c'est la somme de tous leurs process. Par de la mesure ponctuelle, on a pu se rendre compte sur ce site-là que la somme de l'énergie consommée par l'ensemble des process, enfin de ce qui était considéré comme un process,
ne représentait pas 30% de la consommation du site. Alors, la cause à ça, elle est principalement, là, si je prends le départ poste sud, le poste sud, chez eux, c'est le poste des climatisations et séchage d'air pour des salles blanches. Et là, on se rend compte qu'on a une courbe de charge comme ça, c'est-à-dire que sur 17 jours, eh ben, ce poste-là ne consomme jamais moins de 300 et quelques kilowatts et monte jusqu'à 600 kilowatts. C'est-à-dire que sur leur site, en fait, ils ont ce qu'on appelle un talon de consommation. Qu'ils produisent ou qu'ils ne produisent pas, ils ont une énorme consommation d'énergie. Donc, on va revenir là-dessus plus loin. Je voulais juste vous en montrer un deuxième à titre comparatif. Donc là, vous me dites quand vous voyez une courbe rouge, est-ce que vous voyez une courbe rouge? Oui, David. Formidable. Voilà, donc je remets les jours de la semaine, on est sur une période moins grande. Là, on est sur un site beaucoup plus petit. Et vous voyez encore le général. Alors, bien évidemment, c'est bien moins gros. Là, on est à 150 kW maximum. Ce qu'on voit de très différent par rapport à la courbe d'avant, c'est que pendant les périodes d'inactivité du site, on a la puissance qui descend à une valeur très, très basse. Et ça s'explique tout simplement par le fait que là, il y a une personne physique qui connaît très bien le site, qui fait sa petite tournée à chaque fermeture, à chaque ouverture, pour éteindre correctement les équipements. Voilà. Et c'est aussi une situation d'entreprise très différente où on n'a pas de climatisation qui continue de tourner quand les gens s'en vont. Donc, on a un profil de charge qui est extrêmement différent. Par contre, si on regarde sur cette entreprise-là, ils ont des poussières à évacuer. Donc, quand ils arrivent le matin, ils vont allumer une première ventilation. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le trait qui est ici. Là, vous le voyez, le petit trait bleu clair qui s'est mis? Oui, il apparaît. Voilà. Et ils allument une deuxième ventilation. Donc, si vous faites la somme des deux, vous arrivez déjà là où j'ai mis le trait rouge. Et si vous rajoutez l'éclairage par-dessus, voilà, c'est le trait vert qui s'est mis en bas, vous arrivez ici. Vous arrivez à un talon de consommation quand ils arrivent le matin et qu'ils allument, qui mettent en route la ventilation et l'éclairage, qui représente 85% de ce qu'ils consomment sur le site. Donc, le simple fait d'allumer la lumière et d'allumer leur aspiration de poussière, ça explique 85% de leur consommation du site. Donc, dans le site précédent, on était sur le cas d'un très grand site avec ce qu'on appelle du foisonnement. Il y a beaucoup de petites choses, des petites clim par-ci, une petite machine par-là, une ventilation, un truc. Il y a plein de choses qui s'additionnent et qui font qu'on a une consommation très stable, y compris quand il n'y a pas d'activité. Et là, on est dans un schéma complètement différent où on est face à des très gros postes de coûts clairement identifiés sur lesquels on va pouvoir agir. Donc, vous voyez qu'à travers ce diagnostic qu'on va faire au prix de quelques mesures et puis d'analyse méthodique, on va pouvoir mettre le doigt sur une méthodologie pour la suite qui va être très, très différente. Là, on a mis le doigt sur un vrai problème technique. Dans le cas d'avant, on a pu juste démontrer une situation où on a un gros bazar partout avec des consommations éparpillées un peu partout. Voilà. Donc, j'en reviens à ma présentation pour vous montrer maintenant comment on va pouvoir agir là-dessus. Est-ce que vous êtes revenu à la présentation? Oui, David, on est revenu au PowerPoint. Formidable. Donc, les premières données que je vous ai montrées, là, c'était donc des données de collecte de mesures. Donc, là-dessus, on va pouvoir regarder dans le détail chaque machine, comment elles ont fonctionné. Là, en général, c'est très intéressant pour les gens qui exploitent les machines parce que c'est l'occasion pour eux de s'étonner de beaucoup de choses, de se dire, mais mince, vendredi à 18 h, il s'est passé ça, comment ça se fait que la machine, elle ne s'est pas arrêtée, etc., etc. Ça permet aux gens qui connaissent le process de s'étonner de beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses à travers les données. Mais on est vraiment dans l'observation de données brutes à ce moment-là. Pour la suite, on va venir rajouter des données de production
et on va s'efforcer de corréler cette consommation à l'activité. Le diagnostic, une fois qu'on a regardé ce qui rentre et ce qui sort, ça va nous amener à établir des bilans. Donc là, vous avez une représentation d'un bilan à travers ce qu'on appelle un diagramme de Sankey, où on voit en fait tous les flux de matière ou d'énergie, et ça permet une fois de plus de comprendre où vont les choses. Cette méthode, elle est non seulement très visuelle, donc elle permet de discuter de sujets, mais elle a aussi un avantage, c'est que c'est une méthodologie qui est systématique, en plus d'être systémique. C'est-à-dire que dès qu'on identifie quelque chose qui rentre dans le système, on est obligé de déterminer où est-ce que ça sort. Et donc, ça permet de bien comprendre et d'identifier les endroits où on perd de l'énergie, notamment. Voilà. Ça permet aussi de communiquer efficacement. Par exemple, sur ce site-là, on ne me parlait que des chariots élévateurs, que ça coûtait très, très cher, etc. Ben là, vous voyez le chariot élévateur avec sa petite flèche correspondante. Une fois qu'on a établi le bilan, eh ben, on arrête de parler des chariots élévateurs. Ça permet de voir qu'ici, on a une cheminée qui perd énormément d'énergie. Enfin, ça permet déjà de constater pas mal de choses. Ce genre d'exercice, on peut l'appliquer à des process également. Donc là, vous avez un process qui est très similaire à ce que vous avez sur les fours de refusion en électronique. Donc là, ce n'est pas un four de refusion, mais c'est un tapis donc, qui tourne dans un four avec une zone de chauffe et une zone de refroidissement derrière. Et sur ce process-là, on peut mettre en évidence plusieurs choses. La première, c'est que toute l'énergie qu'on injecte dans le circuit de chauffe, on va venir l'évacuer en rajoutant de l'énergie dans un groupe froid. Donc, on a double peine, 100% de ce qu'on rentre, on le perd, et en plus, on a mis de l'énergie pour l'évacuer dehors. Voilà. Ce qu'on peut voir avec ce système-là également, alors c'est un petit peu long à étudier comme schéma, mais ce que vous voyez ici, c'est la modélisation du tapis qui tourne dans la machine. Et sur ce schéma-là, on met en évidence qu'il y a 45% de l'énergie qui est consommée par le four qui ne sert uniquement à chauffer le tapis qui rentre et à le refroidir derrière. Donc, il y a 45% de l'énergie qui ne sert qu'à chauffer un tapis. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement des choses qui feraient bondir des gens qui travaillent, par exemple, dans les céréales et dans le séchage des céréales, mais qui, dans le domaine concerné ici, est la pratique la plus commune. Voilà. Et qui s'explique pour différentes raisons. Et également, tout n'est pas mauvais. Il y a toujours de bonnes raisons pour expliquer les situations. Voilà. Mais donc, des schémas comme ça, ce sont des synthèses d'une analyse qui ont nécessité la collecte de données d'une part et d'autre part la confrontation à des données de production. Et c'est une fois qu'on a établi ce bilan-là qu'on est en capacité de dire j'avais les données suffisantes pour établir mon bilan. Tant que le bilan n'est pas fait, on ne peut pas l'affirmer. Alors très concrètement, une fois qu'on a fait ces bilans, quelles actions on peut mettre en face? Alors on a déjà un gros domaine qui s'appelle l'efficacité énergétique. C'est j'ai une machine, elle consomme beaucoup d'énergie, j'en mets une plus performante à la place, elle fera la même chose, mais elle consommera moins d'énergie pour le faire. Donc là, l'exemple, c'est notre site de tout à l'heure avec des postes d'aspiration qui représentent un poids énorme dans la consommation d'énergie du site. Et la solution, elle est tout simplement d'aller chez CPEC pour installer une solution Purex qui permettra d'assurer la même fonction de ventilation, mais sans extraire l'air à l'extérieur. Donc, les ventilateurs seront beaucoup plus petits, consommeront moins, et on n'aura aussi pas le deuxième effet négatif de ces grosses aspirations, c'est que toute l'air qu'on extrait dehors, il va falloir la faire rentrer dans le bâtiment, et donc il va falloir la filtrer, il va falloir la climatiser ou la chauffer suivant les saisons. Alors, la solution Purex n'est pas non plus possible partout. Et là où elle ne sera pas possible, on aura toujours des actions. On pourra mettre les ventilateurs sur variateur de vitesse avec des subventions importantes également. On va pouvoir asservir le fonctionnement de cette ventilation aux besoins d'aspiration. Typiquement, on est en train de graver quelque chose, l'aspiration fonctionne, la tête de gravure ne fonctionne plus, la ventilation s'arrête sans que quelqu'un ait besoin d'intervenir. Et on a d'autres actions aussi au niveau de la captation du polluant lui-même.
il n'est pas rare d'avoir des systèmes qui consomment beaucoup, mais qui ne sont pas pour autant très efficaces, et qu'au prix de quelques aménagements sur le poste de travail, on a quelque chose qui aspire beaucoup mieux, tout en ayant des débits d'aspiration beaucoup plus faibles. Voilà. D'autres actions possibles où les datas sont très fortement très fortement sollicitées, c'est tout ce qui va être problème qualité. Là, sur le constat qui a pu être fait sur le site qui est illustré par ce diagramme de Sankey, c'est qu'il y a 40% de la matière qui rentre dans un process. Donc là, c'était un process de plasturgie. 40% de la matière qui rentre dans le process, qui est soit perdue, qui correspond à la fin, soit à des pièces rebutées, soit à des chutes. Donc les chutes, ça va être tous ces petits canaux en plastique qui vont contribuer finalement au travail d'injection de la pièce plastique. Dans l'entreprise, en fait, cette chute, elle est considérée comme une non-perte. C'est considéré comme n'étant pas grave. Pourquoi? Parce que de gros efforts ont été faits pour recycler cette matière en interne. Ce qui fait qu'il y a la quasi-totalité de la matière qui a été rebutée, qui a été les 40% là, sont réinjectés dans le process. Ce qui a été négligé, c'est que cette énergie, cette matière qui est perdue à la fin, elle a nécessité la même énergie que la matière qui a contribué à faire des pièces bonnes. Et ce qui a été négligé également, c'est que la capacité à produire de la machine, qui est de 100, eh ben, elle ne sert ici qu'à produire 60. Et donc, il y a une perte de capacité de la machine de 40, uniquement parce qu'on a considéré que ce n'était finalement pas une perte. Donc là, en fait, il y a une vraie problématique de valorisation de la donnée à travers la valeur ajoutée et surtout, quel est le potentiel d'une machine. Le potentiel d'une machine, ce ne sont pas des heures de production, c'est in fine sa capacité à produire des pièces bonnes, des pièces qu'on va vendre, des pièces qui vont générer de la valeur. Et donc, à travers l'analyse des données, il faut dès le départ avoir un regard extrêmement critique sur la corrélation entre tout ce qu'on va mesurer à divers endroits, l'énergie, les températures et tout un tas de choses très techniques, et la corrélation qu'on va en faire en termes de valeur ajoutée. Parce que là, dans cet exemple très précis, l'industriel envisageait d'acheter une nouvelle machine, donc avec un investissement très lourd. Et une fois que ce constat a été posé, c'est ouvert la possibilité qu'en fait, il était tout à fait capable de produire ce qu'il avait à produire avec ses machines actuelles, en revoyant à la baisse les taux de chute. Voilà. Alors, pour faire ça, il a fallu approfondir aussi sur les données, c'est-à-dire qu'il y avait des pièces qui nécessitaient des chutes importantes, d'autres qui ne nécessitaient pas ces chutes importantes. Il y avait un manque de clarté également sur ce qui relevait du rebut et ce qui relevait de la chute. Et donc, il y avait un gros travail à faire sur les données pour être capable de bien clarifier le potentiel d'amélioration lié à l'optimisation de ce taux de chute. Voilà. On parle bien d'efficacité énergétique, mais on est au cœur de la performance industrielle sur un sujet du quotidien qui est le taux de rebut. Alors, quelquefois, on est encore dans le flou après le diagnostic. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure avec un gros site qui a un très fort talon de consommation, eh ben, on va pouvoir envisager de faire ce que j'appelle moi une chasse au talon. Pour faire ça, je vais sur les sites industriels avec de très nombreux capteurs, des capteurs beaucoup plus simples que les compteurs d'énergie, des capteurs qui sont juste capables de mesurer du courant, par exemple, quand on travaille sur l'électricité. Et de manière très méthodique, avec le soutien des personnels exploitants, on va faire la chasse, d'un point de vue, mais au sens littéral du terme, pour mettre le doigt sur les équipements qui vont consommer de l'énergie sans corrélation avec l'activité. Donc là, on va s'appuyer à la fois sur la connaissance des gens du process, chose que moi je n'ai pas, et une très grande capacité à déployer du capteur rapidement pendant l'activité pour être capable de mettre le doigt là où ça fait mal. Et c'est comme ça qu'on va être capable de dire eh ben, ce talon, il vient essentiellement de la climatisation. Et dans ce cas-là, on a un vrai sujet à traiter derrière.
Ou alors, on est effectivement dans le cadre de beaucoup de petites choses qui restent allumées pour des raisons plus ou moins normales et justifiées. Et on va pouvoir mettre en place soit des procédures, soit de la sensibilisation des personnels pour pouvoir réduire ce talon de consommation. Voilà. Ce travail se fait normalement et en toute logique avec la mise en place d'indicateurs de performance, parce que là, on est typiquement dans du travail de fourmi où on va progresser petit à petit en mettant le doigt sur des problèmes. Et donc, tout ça, il faut le manager, il faut le soutenir par un suivi qualité, finalement, comme on le fait dans d'autres domaines. Et donc, ça se fait en lien avec la mise en place d'un management de l'énergie et des tableaux de bord. L'approche, après, les solutions qu'on va mettre en œuvre peuvent être très diverses. Ça peut être soit des opérateurs qui vont être impliqués pour mieux gérer des équipements, par exemple, ou ça peut être des travaux très techniques sur la mise en place d'automatismes pour couper des choses qui restent en marche alors qu'il n'y en a plus besoin. Les solutions sont souvent très simples à l'échelle de petits projets, mais il y a beaucoup de petites choses à faire en général quand on est dans cette typologie d'entreprise. Autre domaine et autre action complètement différente. Là, le constat, c'est une industrie qui fait du traitement de surface avec des bains qui sont chauffés, des produits chimiques qui doivent rester avec des risques de dépôt, des risques de précipitation de produits, etc. Donc, un process qu'on peut très difficilement arrêter. Mais qui fonctionne aujourd'hui à la journée, donc qui fonctionne de 7 h du matin jusqu'à 19 h à peu près, donc c'est une journée étalée. Et donc là, beaucoup de choses assez coûteuses à mettre en place, beaucoup de difficultés techniques à mettre en place des solutions, avec un constat de l'entreprise de dire finalement l'énergie, je n'ai pas grand-chose à faire. Et en regardant les données, on a pu mettre en évidence des gains en optimisant le temps d'allumage du process. Et la solution qui est en cours d'étude, parce qu'elle intéresse également les opérateurs, ça a été une solution qui consiste à revoir complètement les temps de fonctionnement de l'entreprise. Et plutôt d'être sur un fonctionnement 5 jours à la journée, l'idée est de travailler sur la partie de ce process-là en 3/8, avec un process qui travaille au maximum de sa capacité et qu'on peut couper une fois par semaine en prenant les précautions qui vont bien. Ce qui n'est pas envisageable de faire tous les jours peut être envisagé une fois par semaine. Et au début, la direction de l'entreprise était très réticente à cette idée, bien évidemment. Mais très rapidement, l'idée a été remise sur la table parce que les opérateurs eux-mêmes ont exprimé en fait de l'intérêt pour la chose parce que ça leur permettait de gagner plus. Ce n'est pas forcément des endroits où les gens ont des très gros revenus. Et le fait de pouvoir gagner plus et puis d'avoir finalement une semaine gérée de manière qui leur permettait d'autres choses a intéressé les gens. Et le gain financier sur l'énergie est tel, au regard du nombre de personnes impliquées par ce process-là, la solution est en cours de déploiement aujourd'hui. Là encore, c'est bien le rapport entre les données d'entrée et la valeur ajoutée qui est générée par le process qui permet d'identifier ce genre de stratégie. Un autre axe où les données sont extrêmement importantes, et là j'introduis une notion qui pour moi est primordiale, c'est la notion de travaux neufs. Parce que tout ce que je vous ai dit avant, ça se base finalement sur cette idée d'améliorer quelque chose d'existant. Et c'est très compliqué d'améliorer quelque chose d'existant. Les coûts de l'énergie ne sont pas forcément énormes. Par contre, ce qui est énorme, voire gigantesque dans certains cas, c'est quand on doit investir dans un nouveau process. Quand on doit investir dans un nouveau process, on parle donc d'un point de vue comptable, c'est les CAPEX. On parle de choses, de coûts absolument énormes. Et on met aussi sur la table les futurs coûts d'exploitation de notre machine. Si vous avez un problème de ventilation, vous allez faire un gros chèque pour mettre en place une ventilation, mais vous allez en plus signer un chèque en blanc pour l'énergie que votre process va consommer demain. Et donc, cette phase amont, cette phase travaux,
où on n'est pas du tout dans l'optimisation du process existant, mais bien dans les perspectives de ce que va être le process demain, c'est une opportunité immense de faire des économies. La photo que vous voyez ici, c'est un énorme four qui a été relié sur une boucle d'eau de refroidissement sur un site industriel. La boucle d'eau de refroidissement était à entièrement refaire parce qu'elle était trop vieille. La solution initiale se basait sur le remplacement de l'existant avec des tuyaux qui faisaient, sur la canalisation principale, c'était des DN 250, donc des tuyaux 250 mm de diamètre, avec notamment le gros four orange là qu'on voit, enfin il est sur la partie droite de la photo, là on ne le voit pas bien. C'est un énorme four de traitement thermique qui à lui tout seul représentait plus de la moitié de la puissance nécessaire sur ce circuit de refroidissement. Et en fait, après analyse des données, après analyse du fonctionnement des machines, eh ben, on s'est rendu compte que ce four-là fonctionnait très peu souvent. Il était majeur dans le process de l'entreprise, mais il fonctionnait très peu souvent. Et on a pu mettre en place un système où en fait ce four était exclu de la boucle d'eau de refroidissement par rapport aux autres machines et était mis sur un système indépendant avec juste une énorme piscine d'eau qui a été enterrée sous terre et qui était refroidie naturellement par le sol qui est naturellement frais. Le fait de faire ça, ça a permis de passer donc du DN 250 à un DN 60 sur le réseau. Donc, ça a permis de diviser le coût de l'installation dans des proportions absolument vertigineuses. Et en plus de ça, ce four énorme est refroidi naturellement par le sol. Voilà. C'est ce qu'on appelle du free cooling. Voilà. Donc là, on est vraiment en lien avec le projet industriel. Et il y a cette notion d'opportunité. Il y a certaines actions qu'on ne va pas pouvoir faire tout de suite parce que ce n'est pas rentable, mais qui, par contre, pourront être mises en œuvre dans le cadre de travaux futurs. Voilà. Un autre exemple pour optimiser ce qu'on appelle le foisonnement, sur un réseau de refroidissement, quand on a plusieurs machines à refroidir, le dimensionnement standard nous dit, bon, bah, j'ai 6 machines, je prends la puissance de mes 6 machines, j'en fais la somme, et ça me donne la puissance de mon système de refroidissement. Et à la fin, bah, vous avez un énorme chèque à faire parce que le système de refroidissement, il est énorme. La parade à ça, c'est l'empirisme, c'est de dire, bon, bah, on a l'habitude d'installer des trucs comme ça, on va diviser la puissance par 3, au pif. Le risque de ça, c'est quelquefois de se tromper, ça ne marche pas. Et la plupart du temps, de se tromper aussi en mettant un équipement qui est beaucoup trop gros. Et ce que vous voyez donc sur les deux illustrations à droite, c'est qu'en fait, j'ai contribué à l'installation d'un système de refroidissement comme ça sur 6 machines-outils. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la puissance réelle nécessaire au refroidissement des machines. On en a fait la somme, ça a fait une courbe de charge et on a pu sortir de cette courbe de charge la pointe maximum qui avait été atteinte. Et il se trouve que la pointe maximum qui a été atteinte était 20 fois plus faible que le dimensionnement qui était prévu par empirisme jusque-là. Donc au final, il y a une machine 4 ou 5 fois trop grosse qui a été installée, mais d'une, on était absolument certain qu'elle suffirait, et de deux, elle était 4 fois moins grosse que celle qu'on avait prévu d'installer initialement. Donc un gain à l'achat de la machine absolument considérable. La machine était 2 fois moins chère. Alors, un autre domaine où là, on va monter d'un cran dans l'analyse des données. Là, ce que vous voyez, c'est une énorme machine qui fait 150 mètres de long, qui fabrique du carton. C'est un process qui associe en ligne plusieurs process. Donc, c'est finalement quelque chose qu'on va retrouver à d'autres échelles sur pas mal de process industriels où on a une succession de process qui se suivent et se complètent. Et donc, sur cette immense machine, on a des réseaux de vapeur, des tuyaux dans tous les sens, des chaudières monstrueuses. Enfin, on a des choses extrêmement complexes au niveau technique. Et quand il s'agissait de travailler techniquement sur cette machine, les exploitants de cet équipement s'attendaient à des préconisations, à des idées de ma part, techniques également, avec des investissements à faire derrière. Sauf que, en récupérant d'une part des données de consommation qui étaient inexistantes sur le site, en déployant des compteurs d'énergie sur les différents éléments de la machine, et d'autre part,
en récupérant les données de leur supervision, donc de la salle de contrôle qui supervisait cette énorme machine, j'ai pu alimenter… Ah bah zut! Ah bah là, j'ai un bug. Zut, zut, zut. Bon, bah c'est pas bien grave, parce que c'est un dessin qui apporte pas grand-chose. J'ai pu alimenter des algorithmes d'analyse de données qui ont permis, en fait, au milieu de tous les paramètres, il y en avait presque 200 paramètres qui étaient sortis de la supervision de la machine. Ça a permis, en fait, d'identifier 5 paramètres qui influençaient directement la consommation d'énergie de la machine. C'est-à-dire, sans le moindre travail technique sur la machine, sans la moindre modification de la machine, on a pu mettre le doigt sur 5 paramètres majeurs. Et sur ces 5 paramètres majeurs, le plus majeur de tous, c'était la largeur du papier qui rentrait dans la machine. Et on s'est rendu compte, en fait, comme ça, que dans cette machine, on pouvait mettre du papier de 4 mètres de large et qu'il arrivait d'en mettre de 2 mètres, de 2 mètres 50, 3 mètres, 3 mètres 50 ou 4 mètres. Et donc, une fois qu'on a identifié ça, on a fait des simulations et on s'est dit, et si on avait tout fabriqué avec du papier de 4 mètres de large? Ben, ça représentait une économie de 30% d'énergie. C'est-à-dire que si toute la production de cette machine avait été faite en optimisant un paramètre qui n'est absolument pas technique sur la technologie de la machine, on pouvait théoriquement baisser la consommation d'énergie de 30%. Et donc, ça a beaucoup interpellé la production, étant donné que le choix de la largeur du papier était de la responsabilité de 2 personnes sur un site qui en a presque 600, et que ces 2 personnes n'avaient absolument pas ce critère-là dans leur prérogative, en fait. Le papier leur était livré et elles se débrouillaient avec. Donc, non seulement elles n'étaient pas force de proposition, mais en plus, elles n'avaient pas de levier sur ce critère qui était paramètre majeur de performance. Donc, aujourd'hui, ces gens-là, ils travaillent quasiment exclusivement sur du travail de préparation méthode. Alors, ils ont fait également des choses sur la partie technique, parce que je ne vous cacherai pas qu'il y avait aussi des choses assez frappantes qui pouvaient être optimisées d'un point de vue technique. Mais en tout cas, il y avait un levier phénoménal qui a pu être démontré par des algorithmes mathématiques qu'on appelle des algorithmes de discrétisation de paramètres. Alors, je reviens sur une diapo que je vous avais montrée la semaine dernière. Dans tous les cas, on garde un regard global parce qu'il ne s'agirait pas d'aller titiller un problème sur l'énergie dans un coin sans que ce soit à la fois pertinent pour l'entreprise et sans passer à côté d'un autre problème. Et d'où l'importance des tableaux de bord, du suivi et de la mesure de la performance. Dans le cas de l'énergie, il y a en plus un autre phénomène sur lequel qu'il faut que je vous signale, c'est que contrairement à beaucoup d'autres domaines, l'énergie a un énorme problème. C'est que quand on fait des actions pour faire des économies d'énergie, on est amené ensuite à dire qu'on a fait des économies d'énergie sur la base d'une énergie qu'on n'a pas consommée. Donc en gros, on joue à Madame Soleil. Et ça revient à dire, il me semble qu'on a fait des économies et on nous croit ou on ne nous croit pas. Donc, il y a un travail de calcul d'indicateur en amont pour être capable de dire, si j'avais rien fait, j'aurais consommé autant. Et donc, la data, elle est au cœur finalement de la capacité de celui qui a agi à démontrer la pertinence de ce qu'il a fait. Voilà. Ça, c'est un point un peu particulier de l'énergie qui est extrêmement important parce qu'on peut très difficilement juger d'un gain de performance a posteriori. Voilà. Et donc, pour résumer tout ça, la valorisation des données, j'ai du coup pas du tout parlé de la collecte des données parce que pour moi, le cœur du problème, il est de se focaliser sur ce qu'on veut en faire et sur la valeur ajoutée qu'on va en tirer. Par contre, si on en revient à des problématiques purement techniques, il va falloir penser à automatiser la collecte de données et il va falloir penser aussi à tester la pertinence des données qu'on mesure. Voilà, j'arrête là parce que j'étais un petit peu plus long que la dernière fois et je ne voudrais pas déborder.
Après, si vous avez des Merci, questions, je peux éventuellement David. revenir sur le programme ProRefi, Oui. s'il y en a qui ont des questions, mais vu qu'apparemment beaucoup de gens étaient là, voilà, le programme ProRefi, qui est un programme de formation gratuit pour la plupart des industriels aujourd'hui. Voilà, je vous écoute. Allô, allô? Oui, merci David. Je pense qu'on va voir s'il y a des questions. Les personnes qui sont présentes, si vous avez des points particuliers, des remarques, on vient de faire en fait deux sessions sur J, là un peu plus orientées sur les datas. Déjà, ça a répondu un petit peu à vos attentes. Donc, soit vous ouvrez le micro, soit vous mettez deux, trois commentaires. Et puis voir si vous avez d'autres besoins, d'autres questions. N'hésitez pas. Alors, soit j'ai tout dit, soit j'ai endormi tout le monde. Ça, c'est le… Non, c'était très intéressant, David. Pardon. S'il y a des personnes qui veulent en effet poser des questions, on peut ouvrir les micros ou utiliser le chat. Et dans tous les cas, David ainsi que voilà, le reste de l'équipe CPLEC, on reste à votre disposition pour échanger s'il y a besoin. Merci à David. Bon. Alors, s'il n'y a pas de questions, oui, on peut peut-être du coup en rester là. C'était une présentation très intéressante. Merci David. Merci à toutes les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Demain, c'est le dernier live de la semaine qui aura lieu encore une fois à 14 heures sur l'impression 3D au service de l'électronique. Donc, n'hésitez pas à retrouver toutes les informations dans les actualités du site internet de CPLEC. Et du coup, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière et qui souhaitent voir l'épisode 1 qu'a réalisé David sur les énergies, il est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, bah, je ne sais pas si tu veux dire le mot de la fin, peut-être, David? Bah, là, tu me prends de court après tout ce que je viens de raconter. Ok, pas de souci. Je suis Eh pas ben, très merci étonné à qu'il n'y ait tous. pas forcément de questions, mais j'espère que ça a éveillé des perspectives, peut-être. Juste pour terminer, je remercie déjà David de nous avoir consacré un peu de temps. Puis je remercie à tous ceux qui étaient présents. Je le répète, vous avez à votre service toute l'équipe CPLEC qui est là pour vous accompagner. Et j'allais dire, en ces périodes où on ne sait pas trop un peu ce qui nous attend et comment ça va reprendre, n'hésitez pas à vous retourner vers nous pour qu'on puisse essayer de trouver des bonnes réponses. À bientôt, bonne journée. À bientôt, bonne journée à tous, au revoir.